Faut-il vendre sa maison pour un bateau? Vous voulez larguer les amarres et partir en grande croisière et vous vous demandez si est-ce qu'il faut vraiment que je vende ma maison pour y arriver? Alors regardez cette vidéo. Avant de partir en grande croisière, avec Moufida, on s'est posé vraiment beaucoup de questions. On s'est demandé est-ce qu'il fallait vraiment vendre la maison ou pas pour financer le bateau, pour financer le voyage. On s'est demandé aussi finalement, est-ce que c'est raisonnable de liquider un actif, la maison, c'est-à-dire un investissement, pour un bateau qui va se déprécier dans le temps, ce qu'on va appeler un passif. Alors pas un passif en comptabilité, mais un passif dans le sens où au fil du temps, le bateau va pas prendre de la valeur, il va perdre de la valeur. Et puis on a observé autour de nous et on s'est aperçu que certains partaient sans sacrifier leur patrimoine, alors que d'autres allaient s'endetter pour partir. Ça nous a amené à nous interroger également sur le coût du projet. Dans cette vidéo, on va parler de coût, le coût réel du voyage. On va parler de scénarios patrimoniaux. Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut garder? Et puis, on va également parler de durée de voyage, parce que la durée du voyage va nécessairement impacter le type de stratégie qu'on va adopter. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lilian Dupré, je suis psychologue spécialisé en gestion du stress, en préparation mentale et en conduite de changement. Et depuis plus de 25 ans maintenant, j'accompagne des particuliers, des professionnels dans l'atteinte de leurs objectifs de changement. Je suis également Yacht Master, certifié par la RYA, la Royal Yachting Association au Royaume-Uni. Et avec ma femme et nos deux filles, nous avons décidé en 2022 de laisser derrière nous notre ancienne vie. Et depuis, nous naviguons et nous voyageons à bord d'Ikigai au rythme de nos projets personnels, de nos projets familiaux et de nos projets professionnels. Sur Ikigai Voyage, je vous aide à transformer votre projet de vie en mer en une réalité concrète, préparée et sereine. Et si je vous parle aujourd'hui de la question « Faut-il vendre sa résidence principale pour partir en grande croisière ?» c'est simplement parce que c'est la question numéro 1 que me posent les familles, les couples qui me contactent. Et c'est également la question qui va susciter le plus de blocages, le plus de fausses croyances et souvent le plus de renoncements inutiles. Dans cette vidéo, nous allons aborder le coût réel d'un départ en grande croisière, vendre ou garder son bien, les 4 scénarios patrimoniaux, les alternatives que l'on va trouver par rapport à la vente de sa résidence principale et la durée du voyage, l'impact de la durée du voyage sur vos décisions stratégiques. Ce que coûte vraiment un départ en grande croisière. Imaginez, vous êtes à la maison, le soir, les enfants sont couchés, voilà, vous êtes mis bien, vous avez sorti une feuille et puis avec votre compagne, vous écrivez sur cette feuille « Et si on partait vraiment ?» Et la question qui va venir tout de suite, ça va être avec quoi on va payer tout ça. Nous, c'est exactement là où on en était en 2019, au moment où on a décidé vraiment concrètement de larguer les amarres. Bon, alors regardons un petit peu les chiffres, parce que au-delà des chiffres, tout le reste, c'est que du rêve, que de la rêverie. Le projet va se construire sur des chiffres. Alors pour nous, sur Ikigai, on a distingué 3 grandes enveloppes. Alors c'est la façon dont nous avons fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette façon de faire, mais en tout cas, c'est comme ça que nous avons fait et c'est comme ça que ça a fonctionné pour nous. La première enveloppe, pour nous, c'est le bateau. On part en grande croisière, il nous faut un bateau. Là, quand on a commencé à regarder, en général, sur une grande croisière, on va partir avec des bateaux qui vont faire entre 35 et 50 pieds. La grosse moyenne est quand même autour des 40-42 pieds. Bon là, les bateaux prêts à partir. Alors, les bateaux sont toujours prêts à partir. Ils sont toujours prêts à faire des tours du monde. Au final, vous apercevez qu'une fois que c'est signé et une fois que vous commencez un petit peu à gratter derrière le contrat, il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais bon, on va dire, un bateau prêt à partir, on est entre 60 000 et 400 000 euros. Donc la fourchette, elle est très très large. D'une façon raisonnable et la moyenne qu'on retrouve, c'est entre 80 et 120 000 euros. Voilà,
pour une famille de 4 personnes avec un bateau autour des 42 pieds. Alors c'est vrai, on peut trouver beaucoup moins. Moi j'ai des bateaux copains qui ont trouvé des bateaux à 30 000 euros. Après il y a du boulot et ce boulot ça veut dire aussi des frais parce que les matériaux, le matériel, il va falloir l'acheter. Donc en général on va se retrouver sur ces moyennes de 80 100 000 euros. 80 100 000 euros, c'est déjà un bon budget, hein. On n'est pas en train d'acheter une voiture à 4 000 euros. La deuxième enveloppe, c'est la mise à niveau. Parce que, encore une fois, tous les bateaux sont prêts à partir. Moi, j'ai quasiment jamais vu un bateau où on m'a dit bon, il va y avoir du boulot, etc. Les 3/4 sont prêts à partir. Dans la réalité, il faut quand même compter une enveloppe entre 15% et 25% du prix du bateau. Dans cette enveloppe, on va retrouver le radeau de survie, on va retrouver peut-être les gilets, les balises, les zip-herbs, les balises personnelles qu'on peut avoir sur le gilet. On va retrouver aussi les voiles, par exemple. L'un dans l'autre, on a toujours une fourchette entre 15 et 25% du prix du bateau. Ne serait-ce que aussi pour remettre les choses pas uniquement à niveau, mais aussi à notre façon de concevoir la navigation. Et notre troisième enveloppe, ça a été le budget de la vie à bord. Alors, bon, j'ai fait des vidéos, plusieurs vidéos sur le financement et puis le coût de la vie à bord. La grosse moyenne pour une famille de 4, on va être entre 1 500 et 3 000 euros pour la famille par mois. Dans ce budget, ce qu'on va retrouver, ça va être l'alimentation, le carburant, les marinas occasionnels. On va retrouver également l'assurance et puis une enveloppe pour les imprévus. En revanche, ce budget ne comprend pas, il n'inclut pas les grosses réparations. Voilà, vous devez changer votre jeu de voile parce que ça a déchiré, changer un moteur. Ça ne comprend pas ça. Ça ne comprend pas non plus les vols de retour en cas de problèmes familiaux ou de problèmes de santé. Et ça ne comprend pas non plus les dépenses éducatives pour les enfants. Donc nous, les 2 filles étaient au CNED, c'était hors ce budget-là. Quand on fait le bilan de ce budget, on s'aperçoit que si on part entre 3 ans, 5 ans, ce qui sur un tour du monde est à peu près une durée classique. Alors on voit aussi que si on part 1 an sur un tour de l'Atlantique, on n'est pas sur le même budget. Mais entre 3 et 5 ans, globalement, on est entre 54 000 180 000 euros. C'est un gros budget, hein. Ça veut dire qu'il faut l'anticiper. Et ça répond aussi à une question. Parfois, j'entends des personnes, mais pourquoi tu pars pas demain? Pourquoi je pars pas demain? Parce que la prochaine étape, elle va durer entre 5 et 10 ans. Et que lorsque on est actif, c'est-à-dire qu'on n'est ni à la retraite, ni rentier, on est sur un budget qui va être entre 180 000 et 360 000 euros. Donc, on peut ouvrir une cagnotte et puis vous me dites, moi, je te donne 360 000 euros, comme ça, tu es tranquille pour 10 ans. Je prends, je pars demain. Voilà, c'est pas le cas et c'est pas ce que je demande non plus. Parce que le temps que l'on passe aussi à préparer, c'est aussi du temps de vie et du temps, on profite aussi de notre environnement et de là où on est. Mais vous voyez, on a besoin de stratégies pour financer ces différents aspects et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et ce qui va nous occuper plus précisément dans ce champ du financement, ça va être la question de est-ce qu'il faut que je vende ma maison ou pas? Partagez en commentaire votre situation. Est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous avez déjà fait le calcul du budget pour le grand départ? Ou simplement, où en êtes-vous par rapport à votre réflexion? Vendre ou garder, les 4 scénarios patrimoniaux. C'est bien ça la question centrale de notre vidéo aujourd'hui. Et je vais vous donner les 4 scénarios, des scénarios qui sont viables, des scénarios avec leurs avantages, leurs risques, et puis dans quelles conditions on va pouvoir choisir entre l'un ou l'autre. Scénario numéro 1, vous vendez tout et vous financez l'intégralité du projet. Donc ça, c'est la solution la plus radicale, c'est la plus simple et parfois c'est la meilleure pour certaines personnes. Là, ce qui se passe, c'est que grâce à la vente, vous récupérez le capital, vous soldez tous vos engagements, les crédits, tout ce qui peut constituer une dette,
Et puis vous partez libre, vous repartez totalement libre de toute charge foncière. L'avantage, en fait, il y a deux avantages là-dedans, c'est que du coup, on a zéro stress par rapport à la gestion d'un bien locatif lorsqu'on est loin, hein, de gérer ça à distance. Et puis, on a une liberté totale. Le risque de cette solution, c'est que quand vous allez revenir, quand vous aurez fini votre grande croisière, vous allez repartir à zéro sur le marché de l'immobilier. Et vous allez repartir à zéro dans un contexte économique qui sera celui dans 5 ans, dans 10 ans, et qui peut être compliqué. Ce scénario, il est viable, il est intéressant dans différentes situations. La première, c'est si vous avez moins de 50 ans. Si vous avez moins de 50 ans, si vous avez d'autres sources de revenus, de l'épargne ou des revenus passifs, et puis surtout si vous êtes prêt à prendre le risque au niveau psychologique, hein, si vous êtes prêt psychologiquement à prendre le risque de l'irréversibilité. Le second scénario, vous louez votre bien et vous disposez des revenus locatifs. Alors lorsqu'on discute, lorsqu'on échange sur le plan d'eau avec différents bateaux copains, on s'aperçoit que c'est une solution qui a très souvent été utilisée. Nous, sur Ikigai, c'est la solution pour laquelle on a opté. En général, le rendement locatif, hein, on estime qu'il est entre 3 et 7% de la valeur du bien en brut. Hein. Ça veut dire que peut-être qu'un bien à 300 000 euros, vous pouvez le louer 900 euros. Mais vous voyez, ça dépend vraiment de la localisation du bien, du type de bien, de l'état du bien. Bon, ça peut être extrêmement variable. Mais là-dessus, là, vous êtes sur des rendements bruts. Il va falloir enlever, évidemment, les impôts fonciers, tout le budget de réparation, d'entretien, etc. Donc, c'est vraiment du brut. C'est pas du net. Calculez bien au niveau du net. Et si vous louez votre bien, je prends un chiffre au hasard, vous le louez 900, on va dire 1000 euros. 1000 euros par mois, en rendement brut par an, c'est du 12 000 euros. Ça se calcule parce que si vos besoins de vie, votre budget de vie à bord est de 2500 euros par mois, la location du bien va couvrir uniquement 1000 euros, donc il va encore rester 1500 euros à trouver. Après, la location du bien peut financer le bateau. C'est un calcul à faire. En tout cas, en louant un seul bien, c'est quand même assez rare que la location de ce bien vous permette de couvrir vos besoins mensuels en termes de budget de vie à bord. Les avantages sont assez clairs en fait. Le premier, c'est que vous gardez votre patrimoine, ce qui n'est quand même pas les moindres des avantages. Le second, c'est que toute la durée de l'aventure, vous disposez d'un revenu passif. Et puis surtout, à votre retour, vous avez un filet de sécurité. Les risques par rapport à la gestion locative, ce sont les risques de la gestion locative. Là, pour le coup, comme vous êtes à distance, très souvent, la solution, c'est de passer par un organisme qui va faire la gestion pour vous. Ça peut nécessiter aussi d'avoir une assurance pour les loyers impayés. Ça va nécessiter obligatoirement le fait d'avoir une assurance propriétaire non occupant au niveau du bien. Et ça va également nécessiter d'anticiper les périodes de carence locative. Le troisième scénario, c'est un financement un peu hybride en fait. Ça va être constitué d'un prêt personnel, ça va être constitué d'épargne, ça peut être constitué également d'un revenu passif, en tout cas d'un revenu alternatif. Dans ce cadre-là, on est vraiment sur un mix de ces trois solutions. Alors, le prêt personnel, c'est un prêt qui peut commencer à 200 euros et qui a un maximum, dans mon souvenir, de 75 000 euros. Il est fait à minima pour 2 mois. Il n'a pas de date. Légalement, il n'a pas de date maximale. Très souvent, on est sur des prêts entre 8 et 12 ans. Donc là, les offres sont vraiment multiples. Il faut voir auprès des différentes banques ce qu'elles peuvent vous proposer. Là, le principe, il est assez simple en fait. C'est que tout ou partie du bateau est financé par un prêt. Si le complément est apporté par un apport personnel qu'on peut avoir en termes d'épargne, et puis ensuite, on va avoir des revenus, soit des revenus passifs, soit des revenus liés à votre activité en cours de voyage.
les revenus en cours de voyage, pour moi, sont répartis sur deux catégories. La première catégorie, ce sont des revenus, selon le métier que vous avez, qui peuvent être générés en distanciel. C'est-à-dire que vous disposez d'une connexion Internet et vous pouvez continuer à travailler. Alors on l'a dans plusieurs métiers. Alors évidemment, tous les métiers de l'informatique se prêtent à ça. On voit bien que si vous êtes boulanger, ça va être compliqué de faire du travail comme ça à distance, du télétravail. Et l'autre catégorie, ça, vous avez un métier qui ne peut pas partir en distanciel, qui doit forcément se faire sur place. Là, il faut s'arrêter, travailler. Vous pouvez être serveur, serveuse, cuisinier, infirmier, infirmière, médecin. Des métiers qui vont se faire à terre, mécanicien, dieseliste, là c'est ou moniteur de plongée. Il y a beaucoup de métiers, mais qui nécessitent le fait de se poser un moment pour refaire de la caisse de bord. Ce modèle-là, c'est quand même un modèle qui se développe de plus en plus sur le versant télétravail. Parce que depuis le Covid, le télétravail est quand même entré dans les mœurs. Alors moi, je rentre pas dans des discussions, c'est bien, c'est pas bien, oui, c'est des nouveaux mots, distanciel, pas distanciel, présentiel. Moi, je m'en occupe pas de tout ça. Ce que je regarde, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je m'aperçois que de plus en plus de personnes, lorsqu'ils peuvent le faire, utilisent ces moyens technologiques de travail à distance. Le quatrième scénario va consister à vendre et à investir différemment. Vous voyez, certaines personnes vont choisir l'option de vendre le bien avec le capital, acheter le bateau et utiliser le solde pour les investir dans des SCPI, donc des sociétés civiles de placement immobilier, et puis générer un rendement sans avoir à gérer un bien. Avec des SCPI, le taux de rendement est autour des 4,5%. Donc quand vous avez un rendement brut en location directe entre 3 et 7% de votre investissement, de la valeur du bien, ce sont aussi des choses qui peuvent se regarder. Alors attention, moi je ne suis pas conseiller financier, donc je ne vais pas vous dire achetez des SCPI, faites ceci, faites cela. Je vous donne l'information de ce qui est faisable, ce que certains font. Après, à chacun d'aller compléter l'information, aller faire de recherches, faire ses calculs et prendre ses décisions, parce que la seule personne qui va porter la responsabilité de la décision, ça va être vous au final. C'est ni moi, ni le conseiller financier. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et vous voyez, quand on regarde les différents scénarios, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle. Il y a votre situation, vos contraintes, et puis vos projets par rapport au retour. Parce que vendre, ça peut être libérateur. Louer, ça peut être sécurisant. Hybrider les solutions, ça peut être intelligent. Il n'y a pas de bonne solution. Simplement, il faut bien réfléchir, se poser et surtout ne pas prendre des décisions motivées soit par la peur, soit par l'impulsion. On choisit en connaissance de cause. Et si aucun de ces scénarios ne vous convient, il y a quand même une troisième voie, c'est celle qu'on va voir maintenant. Partagez votre expérience en commentaire, partagez vos solutions créatives. Beaucoup sont en recherche ou en questionnement, en réflexion. Et c'est vrai que de lire les commentaires de personnes qui ont trouvé des solutions, qui ont trouvé des modes d'organisation, c'est toujours très très aidant. Les alternatives à la vente, souvent sous-exploitées. La première alternative à la vente, on garde le bien, on est en location, mais là on va opter pour une colocation. La colocation a un avantage, c'est que ça a un rendement locatif bien supérieur, entre 20 et 40% de plus qu'une location classique. Alors là, on peut aussi, parce que c'est de la gestion à distance, donc on peut aussi avoir quelqu'un qui va être mandaté pour gérer cette colocation. La seconde option, c'est le prêt pour usage. Alors le prêt pour usage, lui, il ne va pas vous rapporter d'argent. Par contre, alors c'est très encadré, c'est encadré par la loi. Ça veut dire que vous prêtez pour usage votre bien. Donc là, il y a un contrat qui est fait. C'est la personne qui dispose du bien qui va entretenir le bien et qui va payer
pour tous les frais liés à l'usage du bien. Alors ça évite quelque chose qui peut être compliqué, ça évite le fait de se faire squatter la maison parce que la maison est inoccupée. Et la personne ayant un contrat, c'est-à-dire que quand vous retournez reprendre possession des lieux, c'est faisable. La troisième alternative, c'est un autre mode de location, ça va être de la location meublée courte durée en saisonnier. Voilà. Là aussi, les rendements sont supérieurs. Ils sont souvent concentrés sur certaines saisons, l'été ou par rapport aux vacances scolaires. Là, on peut faire appel aussi à des conciergeries ou à des personnes de notre entourage qui vont se charger de l'entretien du bien et puis surtout des rotations entre les locataires. Et vous voyez, on peut faire des mixtes. Certaines personnes ont des biens où une partie du bien peut être louée de façon classique ou en coloc et une autre partie du bien peut être louée en saisonnier. C'est de la gestion. C'est la gestion et la gestion peut être aussi mixte. Une partie du bien peut être gérée par un organisme de gestion et une autre partie du bien, par exemple le saisonnier, peut être géré en direct par les personnes. Donc en tout état de cause, ça demande du temps et de l'énergie. Le point clé, c'est de sortir du piège, vendre la maison ou la liberté. Voilà. Il y a des solutions créatives à trouver autour de ça pour ne pas être dans cette forme de sacrifice. Et lorsque vous commencez à travailler sur vos budgets, c'est vraiment important de vous poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de vivre au travers de ce voyage? De quelle manière j'ai envie de vivre cette aventure? Qu'est-ce que cette aventure doit préserver au niveau de mes grands équilibres familiaux, au niveau de mes équilibres du couple? Parce que c'est pas ma vie contre le voyage, c'est pas ma vie en échange du voyage. Le voyage, c'est la façon de vivre votre vie. Je le dirais autrement. Quelle est la vie que j'ai envie de vivre qui va s'exprimer au travers du voyage? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que tôt ou tard, le voyage a une fin. Et dès le début, il va bien falloir anticiper cette fin, sinon on va se retrouver dans une situation qui peut être relativement compliquée. Alors anticiper, ça ne veut pas dire de tout planifier, parce que si le voyage, nous on a prévu un voyage qui s'étale entre 10 et 15 ans. Donc on ne peut pas savoir ce que sera notre vie dans 15 ans. Mais on peut se dire quels sont les filets de sécurité qu'on va établir, parce qu'on sait qu'on part pour des périodes très très longues, avec des pauses qui peuvent être plus ou moins longues. Je préfère avoir des filets de sécurité. Encore une fois, c'est personnel. Nous, sur Ikigai, on a plutôt cette philosophie-là. Pour vous aider à planifier, organiser et à gérer vos croisières, vous pouvez vous appuyer sur les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord Ikigai Voyage, le carnet de navigation ou Mes mouillages de rêve. Tous ces ouvrages sont disponibles sur Amazon. Les liens sont en description. Et si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez nous contacter au travers de notre site internet ikigai-voyage.com. La durée du voyage, le choix stratégique. Lorsque je pense grande croisière, en fait pour moi, il y a 3 types de grandes croisières. La première grande croisière, ça va être la croisière qui va durer 1 an. Classiquement, un tour de l'Atlantique. Ça peut être autre chose, mais très souvent c'est ça, mais ça peut être aussi un tour de la Méditerranée, mais on est sur 1 an. Deuxième catégorie, pour moi, ce sont les croisières qui durent entre 3 et 5 ans. Classiquement, on va être sur un tour du monde. Et puis, dernière catégorie, c'est celle qui nous concerne sur Ikigai, c'est-à-dire qu'on est parti en grande croisière, mais on n'a pas de date de retour. Et on n'a pas de projet de retour non plus. La philosophie sur Ikigai, c'est on fait une boucle. Si ça nous prend 10 ans, ça nous prend 15 ans, ça nous prend le temps que ça nous prendra et le temps qu'on aura choisi que ça nous prenne. Et là où on était le mieux, on va s'installer. Entre parenthèses, s'installer ne veut pas dire ne plus naviguer. Et ces 3 types de projets, on va les observer au travers de 4 critères. Premier critère, ça va être la liberté financière. Deuxième critère, c'est la sécurité du retour. Troisième critère, c'est pour nous la cohérence entre la durée du voyage et le risque. Et le 4e critère, c'est la récupération du capital.
Alors on va commencer par le commencement. Un projet de grande croisière qui va durer 1 an. Alors sur un projet d'1 an, clairement, la vente du patrimoine n'est pas l'option la plus favorable. La balance va vraiment pencher plutôt vers la location du bien sur 1 an, ou bien sur la mise en veille temporaire du bien. La vente du bien va introduire en fait une irréversibilité qui est totalement disproportionnée par rapport à la durée de l'aventure. Donc si là j'avais un encouragement à donner, mais après chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi je suis pas conseiller patrimonial, c'est le plus rentable, ça va être de toute façon la location meublée, location saisonnière, et cette location peut permettre de couvrir entre 30% et 100% du budget de la vie à bord. Pour un voyage entre 3 et 5 ans. Donc à partir de 3 ans, là on peut commencer à réfléchir à la vente du bien. À partir de 3 ans, pour nous. Hein, mais c'est conditionné. C'est conditionné d'abord à votre âge. Si vous avez moins de 50 ans, c'est pas, si vous avez 35, 45 ans, c'est pas la même chose que si vous partez à 65 ans. Ça va être conditionné aussi à votre capacité à générer des revenus pendant le voyage. Alors pas uniquement des revenus du travail, hein, mais certains ont des revenus liés à du capital investi. Et ça peut être lié aussi à la localisation de votre bien. Clairement, là, on est dans le scénario le plus complexe parce que c'est pas évident à vendre, c'est pas évident à garder. On a vraiment besoin d'avoir une réflexion très personnalisée et vraiment poussée. D'un point de vue fiscal, la vente de la résidence principale est exonérée de taxes sur les plus-values, en tout cas en France, et c'est un point qui souvent n'est pas négligeable. Alors si vous décidez de vendre, coordonnez bien la vente par rapport à un changement de résidence fiscale. Bon ça, après, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans, hein, des avocats fiscalistes, des notaires. Moi, c'est pas mon champ de compétences. Et enfin, on est sur un voyage sans date de retour. Là, c'est vrai que ce que l'on observe, c'est que beaucoup de navigateurs, dans ce cas-là, se sont départis de leur résidence principale, de leur patrimoine à terre. Beaucoup, ça ne veut pas dire tous. Hein, donc là aussi, toute généralisation est abusive. Il y en a quand même un certain nombre, simplement parce que lorsqu'il n'y a pas d'horizon de retour, garder un bien à terre, c'est souvent perçu comme une complication en termes de gestion, comme aussi une attache psychologique. En tout cas, comme des sources de complications. Des sources de complications, de gestion administrative, etc. Dans tous les cas, ce type de décision doit vraiment être préparé avec soin. Et dans ce cadre-là, le bateau, pour certains, peut être perçu comme un actif patrimonial. Il est matriculé, assuré, bien entretenu. En fait, il peut être revendu à n'importe quel moment. Le bateau est considéré comme une résidence mobile et le patrimoine va s'organiser en conséquence. Voilà, maintenant vous savez comment envisager stratégiquement la question de votre patrimoine immobilier face à un projet de grande croisière. Vous pouvez évaluer le budget, combien ça coûte au travers des différentes enveloppes bateau, mise à niveau, vie à bord. Vous connaissez les 4 scénarios possibles et puis les alternatives à la vente. Et surtout, vous pouvez décider des stratégies à adopter en fonction de la durée de votre aventure. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à choisir entre votre maison et vos rêves. Vous avez à choisir la stratégie qui correspond la mieux à votre situation réelle. Abonnez-vous à Ikigai Voyage. Chaque semaine, je partage des outils pour vous aider à préparer votre changement de vie ou simplement vos croisières en famille ou entre amis. Si ce sujet vous intéresse, retrouvez d'autres vidéos sur le même thème dans notre playlist « Préparer son projet de grande croisière ». Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la partager sur vos réseaux Facebook, Instagram ou autres. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.